Mesdames et messieurs, bon après-midi. Le sujet de cet après-midi est aussi vieux que le monde lui-même, alors que c'est un fait qui est sanctionné par la justice. Et c'est le thème qui nous réunit cet après-midi. Ce thème, dans la société africaine, est-il facile de parler de viol dans un mariage? Pour en parler, j'ai avec moi sur le plateau une avocate, maître Bopé Nyakaja. Bonsoir, maître. Bonsoir, madame la journaliste. Également sur le plateau avec moi, le docteur Karen Gagné. Bonsoir, docteur. Bonsoir, Tati. Alors, à toutes les deux, je demande, on va commencer par l'avocate, comment est-ce que nous pouvons décrire le viol? Alors, merci beaucoup. J'ai pris la peine de venir avec le texte de loi qui prévient et qui réprime le viol, à savoir la loi du 9 janvier 2012 relative à la protection des femmes contre les violences basées sur le genre. Alors, l'article 3, qui est un article relatif aux définitions, définit le viol par tout acte de pénétration vaginale, anale ou buccale par le sexe d'autrui, ou la pénétration vaginale ou anale par un quelconque objet sans le consentement intelligent et volontaire de la personne pénétrée. Cependant, le consentement n'est pas valable chez les femmes mineures de moins de 16 ans. Et l'article ajoute que la personne pénétrée n'est pas obligée de se battre contre son agresseur et enfin indique que le fait d'être marié à la personne pénétrée n'est pas une excuse au crime de viol. Donc c'est très clair. Karen? Merci, je dirais que tel défini par maître, c'est exactement ça le viol, mais on peut dire également que quand nous parlons de viol, c'est quand il n'y a pas la vie, il n'y a pas le consentement, la validation de l'acteur qui est mis en cause face à son agresseur en griffe, qui veut coûte que coûte satisfaire ses besoins du moment, que la personne soit votre épouse ou soit une personne quelconque. Et c'est ainsi, c'est sur les réalités sociales que c'est basé les textes de loi. Donc c'est exactement cela. Quand nous parlons de viol, c'est quand le consentement n'existe pas. Alors, là, présentement, cet après-midi, nous allons parler du viol dans le mariage. Et généralement, on constate que c'est souvent délicat pour ces femmes d'en parler. Pourquoi? Oui, pardon. C'est à vous. Oui, effectivement, c'est extrêmement délicat parce que nous avons, donc, depuis des temps immémoriaux, une culture très patriarcale du mariage. Et il faut se souvenir que nous avons évolué de la notion de puissance paternelle par laquelle le mari était le chef de famille et donc celui qui a l'autorité sur la femme et sur la famille pour arriver progressivement à un niveau où, avec le Code des personnes et de la famille, l'autorité parentale déjà est exercée conjointement par le mari et la femme et que le consentement des deux époux est devenu un élément fondamental et le mariage est devenu, disons, un contrat dans lequel il y a des obligations réciproques, où il n'y a pas un rapport de dominé à dominant. Et disons que c'est à partir de cette construction juridique qui ne va pas à la même vitesse nécessairement que la construction mentale, la construction socio-culturelle, anthropologique, tout ce que vous voulez. Donc, il y a ce décalage, c'est vrai, qui fait que ça heurte généralement quand on entend parler de viol conjugal. On a l'impression que c'est contradictoire, que c'est antinomique, que c'est pas possible qu'il y ait à la fois la qualité d'époux ou d'épouse et en même temps de personnes violées. Alors, docteur Karen, dites-nous un peu, hein, en tant que sociologue, est-ce que vous arrivez de rencontrer ces femmes-là qui subissent ces violences-là par rapport vis-à-vis de leur conjoint? Oui, vous savez, quand nous parlons de viol en matière de couple, il en existe de tous les jours, aussi vieux que soit le monde, mais les réalités coutumières, les réalités traditionnelles qui sont restées ancrées, vu que tout à l'heure le maître parlait de la société à un statut patriarcal où tout pouvoir est donné à l'homme, où il se croit tout permis et la femme
dans la crainte ou la peur du regard de la société, se voit confrontée à cette difficulté d'afficher ou d'affirmer au sein de la société qu'elle est violée par son époux. Mais il y en a qui en parlent, mais qui forcément n'envoient pas ça dans des instances juridiques, mais qui en parlent avec leurs compères autour du lavage du linge, autour des discussions au marché, mais elles le mettent sous le couvert de j'étais fatiguée, il m'a forcé, il a voulu, et puis voilà. Mais il arrive des fois, vous rencontrez des femmes qui ne ressentent rien face à leur mari qui a envie de tenir des rapports sexuels avec elles. Il y a une qui disait... lors d'un entretien il y a quelques années où elle dit « Il suffit qu'il rentre du champ, qu'il saute sur toi, que tu sois à la cuisine, au dehors, quand il t'appelle et tu rentres dans la chambre, c'est qu'il doit avoir satisfaction avant que tu ne ressortes. Il s'en fout si tu as eu satisfaction ou si tu en voulais ou si tu étais disponible à cela. Mais il ne pense qu'à lui dans un intérêt égoïste où il se dit que c'est un devoir pour toi d'accepter qu'il aille au sexe avec toi et que c'est son droit d'en prendre quand il veut, comme il veut et où il veut. Oui, il y a des femmes qui subissent ce viol-là au sein des foyers. C'est vrai, beaucoup diront oui, c'est parce que vous êtes des intellectuels que vous le dites ainsi. Mais c'est des réalités qui choquent des femmes dans leur amour-propre, mais qui, face à la société, au regard des autres, n'arrivent toujours pas à s'exprimer, à affronter les hommes pour leur dire ce qu'elles ressentent réellement. Alors, je vais demander à l'avocate, hein, à quel moment peut-on dire qu'il y a eu viol dans un mariage? Mais en fait, il faut tout simplement prendre le texte de loi tel qu'il est. Il y a eu viol dans un lien conjugal dès lors que la personne, la femme, a exprimé, comment dirais-je, un refus pour diverses raisons de consentir à l'acte sexuel. Elle peut ne pas avoir envie. Elle peut ne pas bien se sentir, elle peut être malade. Et on a déjà eu des cas comme ça. Elle peut avoir un problème, comment dirais-je, un problème sexuel, si je puis ainsi dire, un problème de libido, elle peut être inhibée, etc. Pour diverses raisons, elle n'est pas d'accord. Mais c'est vrai que ce n'est pas très facile à établir. Et c'est précisément parce que le lien conjugal fait que nous savons que dire audiblement non n'est pas simple, que la loi, et surtout exprimer cela physiquement, que la loi dit que la personne pénétrée n'est pas obligée de se battre contre son agresseur. Parce que la position d'épouse fait que ce serait vraiment compliqué de se battre. Alors justement, maître, par rapport à nos traditions africaines, et généralement, que ce soit nos mamans, nos grands-mamans, nous disent souvent que ça n'existe pas. Alors comment faire comprendre à cette catégorie de personnes, surtout à nos grands-parents, que effectivement, dans une relation, dans un mariage, il peut exister viol entre les époux? Pourquoi nos mamans ne comprennent pas? Parce que, comment dirais-je, l'entendement du mariage, du lien conjugal qui est à leur portée, c'est que c'est le devoir d'obéissance. Ce n'est pas une relation, comment dirais-je, ce n'est pas l'acte sexuel pour elle n'est pas, comment on va dire, l'acte, le dernier acte qui succède, qui vient un peu comme couronner une relation avec des jeux, avec un peu de préparation, voyez-vous. Pour elle, il y a un devoir d'obéissance. Et c'est à l'intérieur du devoir d'obéissance qu'elle place, qu'elles intègrent le fait que ce n'est pas accessible à nos mamans que l'on dise non à son mari, que l'on dise je n'ai pas envie. Parce que c'est tout simplement un devoir d'obéissance. C'est une obligation. Il n'y a pas d'option par rapport je ne dirais même pas au désir, mais à la décision de l'époux de faire l'amour. Avec le poids de la tradition, hein, docteur Karedlani, dites-nous un peu, comment est-ce que ces femmes, une fois qu'elles réussissent quand même à dénoncer leurs époux, dites-nous un peu en tant que sociologue, le regard que la société porte à ces femmes-là? Vous savez, nous sommes dans une société qui à plus de 50% vit avec un voile d'hypocrisie, ou même quand je subis, je peux ne pas l'afficher, mais je suis prête
à critiquer l'autre ou à parler de l'autre qui a le courage d'exposer son vécu ou sa douleur ou sa peine. Et aujourd'hui, quand nous parlons des préjugés qu'il y a autour de la femme qui va porter peut-être plainte ou qui va vers des institutions pour dire « je subis de la violence de la part de mon époux », on trouve que, soit c'est une femme qui veut vivre à l'occidental, à l'européen, ou c'est une femme qui n'est pas soumise, c'est une femme dont les parents ont raté l'éducation. Et on trouve qu'elle a porté préjudice à sa famille en allant exposer le nom de sa famille dans ces instances-là ou dans ces institutions, juste par peut-être ego personnel. Donc la société aujourd'hui ne regarde plus l'individu lui-même dans sa satisfaction en tant qu'être, mais on pense plutôt aux autres. La famille, les autres qui sont autour de moi. Donc, quand la femme là va porter plainte ou va vers des institutions pour dire « mon mari m'a violée », on trouve qu'elle n'est pas normale. On trouve que c'est de la démence. On trouve qu'elle n'est pas dans sa position de femme soumise. On trouve qu'elle est trop émancipée et qu'elle vit à une autre époque que celle que la tradition nous a toujours donnée. Donc, le vrai problème, c'est l'hypocrisie couronnée à ce bandeau qui nous est resté depuis le temps coutumier, où on se cache, où on se greffe sur la tradition coutumière dont on a eu l'héritage pour faire subir ou pour subir certaines choses en silence, en disant par respect pour la coutume, par respect pour l'éducation, par respect pour le qu'en dira-t-on. Et c'est beaucoup plus ça qui porte atteinte aujourd'hui à certaines femmes où elles n'ont pas souvent la force ou le courage d'aller dire « je subis de la violence de la part de mon époux ». Alors même que la chose est une réalité depuis toujours, pourquoi certains continuent de faire de ça un mythe? Oui, parce que je crois que dans l'esprit de la majorité des hommes, le refus de l'acte sexuel n'est pas compris. Parce qu'il y a encore, comment dirais-je, un peu comme ce sentiment de « ma femme, c'est ma femme, donc elle ne doit pas refuser que je fasse l'amour avec elle ». Ça va être extrêmement difficile. Je pense que c'est un texte de loi délicat, mais qui a une fonction éducative. Le problème, c'est qu'en général, dans ce genre de cas, il faut vraiment donner à la loi toutes ses fonctions. Elle a une fonction éducative, avant d'avoir une fonction répressive. Et donc, c'est important d'en parler. C'est même important d'en parler avec les hommes. Ouais, c'est important d'en parler avec les hommes et de leur expliquer qu'il n'y a aucun gain dans une relation forcée à l'intérieur du mariage. Parce que si on est ensemble, c'est parce qu'on s'aime. Et si on s'aime, enfin, l'amour doit faire en sorte que tout ce qui n'est pas désiré mutuellement ne devrait pas être forcé. N'est-ce pas? Vous savez, pour faire l'amour, c'est pas une télécommande. Vous voyez, faire l'amour le soir peut commencer peut-être par comment vous vous êtes dit au revoir le matin. Un petit clin d'œil, un petit mot gentil. Et dans la journée, peut-être prendre les nouvelles de l'un de l'autre. Et puis le soir, la femme qui... Bon, si vous lui avez dit quelque chose de gentil ou si elle vous a dit quelque chose de gentil, c'est presque naturellement qu'il y a une sorte de chimie qui s'opère depuis le matin et qui fait que le soir, quand on a envie de faire l'amour, bon, même si hommes et femmes, mari et femme n'ont pas tout le temps envie de faire l'amour au même instant T, mais c'est cette conjugaison, cette relation, cette symbiose, cette chimie qui fait que si l'un a envie, l'autre peut vouloir simplement lui faire plaisir. Le plaisir de lui faire plaisir peut embarquer l'autre dans l'acte sexuel. Mais quand l'autre n'a pas envie, je crois qu'on doit pouvoir s'enseigner mutuellement entre gens intelligents que ce n'est pas la peine de forcer. Carrément. Mais je sais que ce n'est pas facile. Même nous, dans notre métier, c'est rare de voir une femme venir se plaindre exclusivement pour ça. Ça va rentrer dans un faisceau de griefs qu'elle a contre son mari. Ça viendra entre autres, mais rarement cela exclusivement. Carrément. Oui, à la suite de ce qu'a dit le maître, je dirais tout simplement qu'aujourd'hui, on fait du viol un mythe parce qu'on trouve qu'il n'y a pas de logique, il n'y a pas de normalité à ce qu'on puisse dire
qu'un mari a violé sa femme. Parce qu'il y a beaucoup de mentalités qui demeurent toujours dans le sens de la chosification entre griffes de la femme qui est mariée. On se dit, elle doit... toute obéissance, toute soumission, à tout seigneur, tout honneur. Donc le mari devient le demi-dieu pour cette femme-là, où elle doit subir sans s'y opposer, elle doit tout accepter, surtout quand il s'agit du plan sexuel. Vous allez voir certains hommes qui parfois vous disent tu as quitté chez ton père et chez ta mère, c'est pas parce qu'il manquait de la nourriture, mais c'est pour ça que tu es venu chez moi. Donc tu ne peux plus t'opposer au fait que j'en veuille. Et si j'étais prise, c'est pour d'abord remplir ça et ensuite, parce qu'on dit que c'est ça qui conduit à la reproduction et que si tu t'es marié, dans beaucoup de mentalités, c'est pour venir faire des enfants, t'en occuper. Le reste, on s'en préoccupe peu. Donc c'est beaucoup plus une affaire d'éducation, c'est beaucoup plus une affaire de mentalité qui est demeurée aujourd'hui. Pour beaucoup d'hommes, la femme n'a pas, en tout cas sur le plan sexuel, elle n'a pas d'avis à donner, elle n'a pas on n'a pas à calculer son moment de désir ou d'appréciation de la chose avant d'y aller. La priorité est donnée à l'homme, à son orgasme et tout ce qui va avec. Alors à toutes les deux, je demande, le fait d'être marié à quelqu'un, est-ce que cela veut dire que cette personne dispose de votre corps comme il l'entend, quand il le veut, à n'importe quel moment de la journée? Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça encore, c'est très ancré dans les habitudes de nos mamans dans la société africaine. Oui, encore, c'est toujours cette idée qu'on se fait en fait, de ce que, vous voyez, dans notre culture par exemple, les hommes, c'est-à-dire, je l'ai épousé, je t'ai épousé. Voyez-vous? Et c'est beaucoup plus fréquent dans la bouche de l'homme que dans la bouche de la femme. Parce qu'en fait, ils se sont épousés. Mais nous sommes... On continue de faire les cérémonies de dot, tout ça. Et il y a que dans les propos, dans les échanges, c'est « nous te donnons notre fille ». Ça reste dans le subconscient de l'homme qui oublie que oui, nous te donnons notre fille. Mais devant le maire, qu'est-ce qu'on a dit? On n'a pas dit que elle vous est donnée. Vous vous donnez. Vous la prenez comme épouse, elle vous prend comme époux. Et vous échangez des bagues et vous avez des devoirs et des droits communs que la loi a énumérés. Tant que comment je vais dire, tant que cette réalité de la relation conjugale n'est pas imprégné dans la personne de certains hommes, on aura toujours cette difficulté-là. C'est à un point où, moi j'ai déjà reçu une dame qui mais elle n'a pas voulu aller jusqu'au bout, parce qu'elle aurait gagné son dossier. Même sous 40 de fièvre, il fallait nécessairement que le mari fasse l'amour. Et elle m'a dit, mais quand lui il a 40 de fièvre, moi, je cours dans tous les sens. Je vais lui faire une tisane. Qu'est-ce que tu veux boire? Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Tu veux du paracétamol? Tu veux... Mais moi, sous 40 de fièvre, pendant que je grelottais, c'est la chose qu'il voulait. Et il faut nécessairement penser que votre femme est votre propriété pour dire que vous devez satisfaire votre besoin sous 40, même quand elle fait 40 de fièvre. Ça veut dire que peu importe l'état dans lequel elle se trouve, elle peut chauffer. Elle peut délirer, pourvu que vous vous fassiez l'amour. Ces cas-là, par exemple, dans ce cas-là, par exemple, vous comprenez que la loi est prévue qu'il peut y avoir viol conjugal. Parce que si elle a envie de faire punir son mari, elle va l'obtenir. Alors, dans nos traditions, là je m'adresse à la sociologue, parce que tout à l'heure, c'est l'avocat qui venait de parler. Dans nos traditions, oui, je t'ai épousé, donc ton corps m'appartient. C'est facile de faire comprendre aussi bien à nos conjoints qu'à nos parents que non, c'est pas ça. La loi ne dit pas ça. La loi dit si. Vous savez, le problème que nous avons au Bénin, c'est que beaucoup ne connaissent pas la loi. Par exemple, la loi, l'article qui protège la femme, qu'elle peut porter plainte quand elle subit le viol. Il y a beaucoup de femmes aujourd'hui qui n'en ont pas connaissance. C'est vrai qu'un travail est fait pour leur
partager l'information, mais d'abord, il faut qu'elles aient l'information. Ensuite, il y a la recherche de la garantie du statut social qui est connue, où on se dit, si je vais me plaindre, quel est le retour que j'ai? Voilà. Est-ce que je retourne encore chez mon mari? Est-ce que je vais chez mes parents? Vont-ils m'accepter? Ne va-t-on pas penser que j'ai humilié ma famille? Comment je me retrouve? Donc, il y a une image qui est scotchée sur toute femme qui a le désir d'aller dire je subis le viol ou j'ai X, Y, Z. Donc, le vrai problème qu'on a, c'est le problème de communication, c'est le problème de changement de mentalité. Parce que tout à l'heure, on parlait de la dot. Quand les hommes donnent la dot, il y a une partie où on dit quand il donne un sac de sel, vous êtes donné à 200%. Même quand vous mourrez, c'est lui qui décide de là où on vous enterre, s'il est encore en vie, ou ses enfants vous enterrent chez lui. C'est des réalités endogènes que nous avons, traditionnelles, mais qui nous portent atteinte plus tard. Et pour le moment, beaucoup n'ont pas conscience et n'ont pas envie de se défaire de ça parce que ça les arrange, beaucoup plus les hommes. Où on dit, tes parents m'ont donné, tu m'as été donné, j'ai payé une dot pour pouvoir t'avoir. Donc cela voudra dire pour eux systématiquement qu'à 300% tu es à leur disposition. Ils sont prêts à faire de toi ce qu'ils veulent, en oubliant que en allant ensemble dans le mariage, c'est une complémentarité qui est née, c'est un accompagnement qui est né, ce n'est pas une domination de non-existence de la femme dans le foyer. Donc c'est le premier problème à régler, c'est de faire comprendre aux autres que tu dotes la femme, c'est vrai. Mais la dotée ne veut pas dire que tu l'as acheté. Ce n'est pas comme ton divan que tu peux occuper comme tu veux, quand tu veux, sans demander son avis, parce qu'elle n'est pas une sourde muette dans la maison. Mais c'est des réalités auxquelles nous faisons face. Alors, dans un pays, hein, je vais nommer l'Inde, où nous avons le viol conjugal n'est pas un crime. Oui. En tant qu'avocate, qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à ça? Je ne suis pas surprise, parce que disons que nous avons une législation plutôt osée hein, au Bénin. Ça, oui. Il faut le dire. Hein, parce qu'autour de nous, ce n'est pas une législation qui dit que seule la monogamie est reconnue comme le seul régime reconnu. Il faut le faire. Ouais. Dans un contexte où la polygamie est une norme, il faut le faire. Une législation qui dit que le viol conjugal est un crime, il faut le faire. Donc je ne suis pas surprise du tout. Je suis d'autant moins surprise que dans ces pays-là, comment dirais-je, ils ont beaucoup de choses en commun avec nous. Le patriarcat, par exemple, comment dirais-je, c'est vraiment ancré dans les traditions. Et je ne sais pas quel est le Parlement qui réussira à faire sortir une loi qui va dire que le viol conjugal, parce que chez nous, c'est même un crime. Oui. Ça n'a pas subi on ne l'a pas dit, comment je vais dire, qualifié moins que le viol ordinaire. Donc, c'est vraiment, nous avons innové, nous sommes très avancés. Mais ce sur quoi je voudrais mettre l'accent, c'est surtout la fonction éducative de la loi. C'est surtout de faire comprendre qu'on ne peut pas juste sauter sur une femme parce que c'est son épouse. Il y a comment dirais-je, il y a une éducation à faire. Il y a un respect de la personne humaine, un respect de l'intégrité corporelle de la personne, fût-elle votre épouse, qu'il faut respecter. Et que, de la même façon que nous avons consenti mutuellement à nous marier, nous devons continuer de consentir à faire les choses. Et même si nous nous faisons des concessions, il faut qu'à un moment donné, le respect de l'autre, parce que l'amour de l'autre, c'est aussi le respect de l'autre, prenne le pas sur l'instinct. N'est-ce pas? Ça, c'est extrêmement important. Mais je voudrais aussi le dire pour rassurer les hommes que aussi bien les avocats que les magistrats sont des personnes avisées et que chaque cas de viol est étudié minutieusement pour voir quelles sont les conditions de l'absence de consentement. Est-ce qu'on a affaire à une femme frigide qui systématiquement, depuis le début du mariage, disait non et où un jour le mari un peu excédé a dit bon ben écoute, moi je veux où tu t'en vas, et puis elle l'a laissé faire. Tout est tout est bien cadré. C'est pas une loterie à laquelle on gagne, on ne gagne pas. C'est qu'on étudie bien, on voit si tous les faits sont constitués, on regarde les habitudes, les précédents, si c'est un problème médical, etc., avant de prendre une décision. Karen, juste quelques mots avant de clôturer. Non, je ne cesserai pas de dire ce que je disais depuis le début. Nous sommes
quand nous parlons de l'Inde, l'Inde c'est un pays à caractère un peu spécial. C'est vraiment, il y a beaucoup d'hommes qui ont envie d'y aller parce qu'ils se disent qu'il n'y a pas de gars de four comme on en a au Bénin. Quand vous allez au Togo par exemple, la polygamie elle est légalisée là-bas, où vous choisissez cela comme un régime pour aller vous marier. Mais aujourd'hui, le Bénin, c'est vrai, nous avons cette chance-là d'avoir cette protection par rapport au mariage. Mais je dirais que ce n'est pas parce que la loi nous couvre qu'on doit subir en silence. Il faudrait qu'on puisse amener les gens à comprendre qu'aller au rapport sexuel avec la femme n'a pas besoin de brutalité. L'instinct animal de l'homme doit être capable de contrôler cela à des moments donnés. Il y en a même qui harcèlent leurs épouses, qui se disent violées, qu'elles veulent porter plainte. On dit si tu ne me donnes pas, j'irai au dehors chercher. Et tu t'aurais créé une coépouse inutilement. Et cette pression psychologique vient s'ajouter déjà à tout le stress qu'elle écope, ce qui fait que face à tout ça, elle a peur d'aller se plaindre ou d'aller porter plainte là où il faut pour qu'on puisse défendre ses droits. Voilà, merci à vous, chers internautes. C'est vrai que dans nos sociétés africaines, on a appris à la femme à se taire, se soumettre et supporter. Elle le fera encore pendant combien d'années? Alors, femmes, la balle est dans votre camp. Il faut tout simplement délier vos langues et nous aider et mieux le faire. Merci de nous avoir suivis. Bon après-midi chez vous. Au revoir.